Merci beaucoup. Je n'ai pas une voix très forte aujourd'hui. J'espère qu'elle porte assez avec le micro. Écoutez, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici avec vous pour parler, je dirais, jaser de gouvernance, jaser d'université. Oui, je suis entomologiste, mais je ne vous parlerai pas de ce genre de bugs. Je vais vous parler d'autres types de bugs dans notre réseau, puis essayer de voir surtout une vision un peu vers l'avant, où on s'en va avec la gouvernance et la conception qu'on peut se faire de ce qu'est une université. Le terme gouvernance, on l'utilise depuis plusieurs années à toutes les sauces. Tout le monde a un peu sa définition, dépendant des types d'organisation. Ça fait que j'étais un petit peu mêlé quand on m'a dit « parle de gouvernance », parce qu'il y en a de toutes les sortes. Fait que j'ai été dans le dictionnaire. C'est peut-être le premier point de départ pour partir un sujet. J'ai essayé de voir ça veut dire quoi, ça, la gouvernance. Bien, ça vient du latin, qui veut dire « diriger un navire ». Alors là, ça m'a inspiré beaucoup, parce qu'évidemment, les universités, c'est pas mal des navires. Pas toujours facile à faire bouger. Tu vois, dans le Larousse, on parle de manière de gérer, d'administrer. C'est assez large, parce que c'est deux choses qui sont très différentes, gérer puis administrer. L'administration, c'est de définir les grands objectifs, les grandes stratégies, les outils de contrôle. La gestion, c'est de mettre en action un certain nombre d'actions. C'est une notion plus exécutive pour s'assurer que les actions sont cohérentes avec les grands objectifs de l'organisation. L'Institut de la gouvernance des TI nous parle de mesures, de règles, d'organes de décision, d'informations, de surveillance pour assurer le bon fonctionnement de l'institution. C'est une définition assez rigide qui s'applique assez bien dans un mode très hiérarchique, je appellerais ça un mode un peu top-down, alors que la Banque mondiale, en 1992, nous parle de manière dont le pouvoir s'exerce. Ça, en soi, c'est assez intéressant parce qu'on commence à parler de la manière de faire les choses, ce qui est un peu plus universitaire, je dirais, dans notre culture. Perspective Monde de l'Université de Sherbrooke, je trouvais un truc fort intéressant où on parle d'un ensemble de règles, de processus collectifs, et ça, c'est un terme important, par lequel les acteurs participent à la décision et la mise en œuvre des actions. Là, on s'approche graduellement de la collégialité, quelque chose qui nous ressemble un peu plus comme université. On voit que la gouvernance s'exprime le long d'un gradient d'interprétation qui est assez large, de modèles très hiérarchiques, de type top-down, quand on fait des boulons ou des choses comme ça. C'est des modèles qui fonctionnent relativement bien. À des modèles plus collégiaux, le modèle collégial qui est inspiré du développement durable, c'est-à-dire inspiré de la philosophie de développement durable où la concertation et l'engagement des différents acteurs est au cœur de toutes les grandes stratégies et toutes les grandes actions. C'est un système que j'appellerais en écologie bottom-up, ça veut dire qui part de la base et qui monte vers le haut. C'est exactement comme la nature fonctionne de cette façon-là. Il y a des systèmes top-down puis des systèmes bottom-up. On serait plus dans un système plus bottom-up. C'est mon côté écologique. D'ailleurs, je pense que la nature est une source d'inspiration incroyable dans ses fonctionnements pour venir inspirer l'université, mais ça pourrait faire l'objet d'une autre discussion. Il y a une chose qui est sûre, c'est quel que soit le modèle de gouvernance qui est adopté, dans tous les cas, la gouvernance doit veiller en priorité au respect de la nature, des valeurs, puis de la mission de l'institution. Ça, c'est vrai pour les universités, puis c'est vrai pour n'importe quelle organisation. C'est un petit peu le point commun, le point de jonction qu'il y aurait au niveau de la gouvernance. Mission de l'université, c'est assez standard, c'est assez reconnu, puis c'est assez partagé de tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait à l'université? On acquiert et on transfère des connaissances. Par la recherche, par l'enseignement, la recherche d'ailleurs qui est un outil de transfert des connaissances. C'est ce qui la différencie de la recherche privée versus universitaire. C'est qu'en milieu universitaire, c'est un outil essentiellement de formation. Les valeurs d'université, bon, sont assez diverses d'une université à l'autre, mais globalement, les valeurs qui sont exposées ici reflètent assez bien les valeurs qui sont véhiculées, pas nécessairement les valeurs qui sont respectées tout le temps, mais qui sont véhiculées dans le monde universitaire. On parle de respect de la diversité des personnes, des sociétés, des savoirs, des modes de pensée, l'approche humaniste et éthique, le développement de la pensée, du jugement critique, l'engagement individuel, collectif, le leadership, la promotion de la création, l'innovation et l'excellence. Ça fait un peu le tour du jardin dans l'ensemble des valeurs qu'on va retrouver dans le monde universitaire, ou tout du moins qui est véhiculé dans le monde universitaire. La nature de l'université, ça c'est une autre chose. Ça c'est une chose qui a pas mal évolué dans le temps.
on parle d'université entreprise, entrepreneuriale, etc. Il y a beaucoup de qualificatifs qui créent une certaine, des monodisciplinaires, des pluridisciplinaires. Il y a une espèce de grand mélange à l'intérieur de tout ça. Puis, compte tenu que j'ai plus de facilité à me retrouver dans les choses simples, encore une fois, je suis revenu à la base de qu'est-ce qu'une université. Quand on a inventé le terme université, qu'est-ce qu'on voulait dire? Bien, dans le terme université, il y a le terme univers, du latin unus, qui veut dire un, et le terme universel, vertere, qui veut dire tourner. Donc, essentiellement, l'université, c'est une entité, c'est une institution qui est tournée vers l'unité. Et ça, c'est la nature fondamentale des universités. On voit que les universités ont tendance à s'éclater, et on va le voir tout à l'heure, alors que dans leur nature fondamentale, elles doivent être tournées vers l'unité. L'unité qui est de la recherche du savoir sous toutes ses formes. C'est ça la nature fondamentale des universités. Comment on peut y arriver? La transdisciplinarité. La transdisciplinarité, on en parle beaucoup, on en parle depuis longtemps. Ce n'est pas un terme qu'on vient d'inventer. Ça fait des années et des années qu'on parle de la transdisciplinarité. Elle a l'avantage de venir unifier les disciplines. Donc, on voit la nature de l'université qui s'exprime par l'unification des disciplines dans la transdisciplinarité. Et une gouvernance axée sur la collégialité va avoir l'impact d'unifier les acteurs. On a deux aspects d'unification, les acteurs et les disciplines par la transdisciplinarité, qui ramènent l'université vers sa conception originale, sa nature fondamentale de ce qu'elle est. C'est toujours intéressant de savoir où on veut aller quand on a un problème, puis on se dit où on veut atterrir. Puis des fois, on regarde des choses, on se dit, on va aller devant, on veut se réinventer, etc. Mais on oublie peut-être qu'on n'a pas nécessairement besoin de se réinventer. Si on était soi-même, si on était les universités qu'on se doit d'être, on n'aurait peut-être pas besoin de parler tout le temps de se réinventer. Ça, c'est mon petit éditorial, entre guillemets. Maintenant, comment on la fait évoluer, la transdisciplinarité? Comment la faire? C'est beau en parler, mais est-ce qu'il y a des freins? Est-ce qu'on peut favoriser l'évolution de cette transdisciplinarité? C'est quoi, premièrement? Rentrer dans la transdisciplinarité, c'est sortir des zones de confort disciplinaire. Les disciplines, on est tous formés dans des disciplines, on est assez confortable, on connaît nos concepts, etc. Par contre, quand on sort de nos disciplines, ça devient un peu plus inconfortable parce que les autres personnes qui sortent de leur discipline nous parlent un langage que des fois on ne comprend pas trop, puis des fois un universitaire a de la difficulté à admettre qu'il ne comprend pas. C'est un peu humain tout ça. Donc, amener les gens à l'intérieur dans ces zones inconfortables qui sont pourtant incroyablement riches, riches de savoir, riches de découvertes. Il faut libérer la transdisciplinarité des cadres institutionnels. On parlait ce matin des travaux de travail en réseau interuniversitaire. La présentation de Martin qui mentionnait cette importance, comment on fait la collaboration au niveau de l'enseignement. Au niveau de la recherche, cette collaboration, elle existe. Elle est quand même pas mal avancée. Il y a pas mal de réseaux. Il y a toutes sortes d'équipes interuniversitaires, il y a des programmes qui sont structurés pour favoriser ces choses-là. Au niveau de l'enseignement, bien, comme on l'a vu ce matin, il y a un peu de chemin à faire là-dessus. Il y a des essais-erreurs, il y a des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas marché. Il y a des choses qui n'ont pas marché puis qu'on ne sait pas. Ça, je trouve ça intéressant de documenter ce qu'on ne sait pas. Et pour faire avancer cette chose-là, il y a un certain nombre de blocages qu'il faut casser, certaines barrières qu'il faut casser. Puis parmi les nombreuses barrières, il y a la barrière du cloisonnement. Le cloisonnement le cloisonnement intra-universitaire, parce que le cloisonnement, ce n'est pas juste entre les universités, il est aussi présent au sein même des universités. Ne serait-ce que par la structure. Bon, je prends l'exemple ici de l'Université Laval, comment elle est structurée. C'est un système de bicaméralité avec un conseil d'administration qui s'occupe des affaires d'argent puis des affaires administratives, puis un conseil universitaire qui s'occupe des affaires académiques. Maintenant, des fois, les deux sont un peu cloisonnés l'un l'autre, ce qui est, et on se pose la question, bien, pourquoi on va chercher de l'argent? Il faudrait parler au conseil universitaire pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent, et vice-versa. Et ça descend comme ça, et quand on regarde où sont les disciplines à l'intérieur de ce gros morceau, ce grand ensemble de poupées russes, les disciplines, ils sont enfouis dans les départements. Les départements qui sont dans les facultés, après ça, il y a les services, les rectorats, les commissions, etc. Donc, on descend assez loin dans la structure, et à l'intérieur des départements, il y a des champs disciplinaires. Si on regarde à la base, dans les structures départementales, il y a aussi des facteurs de renforcement de cloisonnement. Je pense à la collégialité. Vous allez me dire comment la collégialité peut renforcer le cloisonnement.
La collégialité, elle va renforcer le cloisonnement lorsque le principe de représentativité n'est pas bien mis en œuvre. Vous avez, par exemple, dans un département, je parle de cas très concrets, des disciplines. Et évidemment, les tensions pour les recrutements de professeurs. Nous, on veut avoir plus de force dans notre discipline, puis l'autre groupe qui est inférieur en nombre sur les votes, etc., fait en sorte que ça crée des possibilités de ce que j'appellerais des dérives corporatistes. Et si ça se passe à l'intérieur des départements, évidemment, après ça, ça grimpe. Ça grimpe dans les facultés, ça grimpe sur les conseils, etc. La représentativité des acteurs, c'est un élément fondamental pour faire marcher la collégialité. Je pense qu'il y a une chose sur laquelle il faut être très, très, très prudent et très attentif, c'est cette représentativité. Quels sont nos mécanismes pour s'assurer que la représentativité est là? C'est vrai dans les universités, puis c'est vrai un petit peu partout dans notre société aussi. Les structures de financement, bien, la structure de financement, $ par étudiant, par discipline, les codes Clarder, on met plus d'argent dans une discipline que dans une autre. Qu'est-ce que ça fait? Évidemment, ça génère des cloisonnements, ça génère une isolation de certaines disciplines qui paraît peut-être moins lorsque tout le monde est en croissance à cause de la formule de financement que c'est par étudiant. Quand le système est en croissance, il y a toutes sortes de manières de venir amoindrir les choses. Mais quand le système commence à stagner, comme on le vit au Québec et qu'on va le vivre au Québec avec la démographie et tout ça, il est évident que ces disparités-là vont être de plus en plus importantes et le décloisonnement va être de plus en plus nécessaire. Les orientations politiques du gouvernement, on dit souvent il faut se protéger contre les intérêts du privé, c'est vrai. La plus grande menace pour les universités, mon expérience, ma petite expérience de 10 ans, me dit que ce n'est pas les entreprises privées. La plus grande menace, c'est le gouvernement. Dans le temps, quand on remonte dans l'histoire, c'était les rois qui étaient la plus grande menace des universités. Les universités se battaient pour leur autonomie. Et il y a même des gens qui mouraient pour conserver l'autonomie des universités. On progresse comme ça, puis graduellement, il y a d'autres sources qui menacent l'autonomie des universités de façon considérable. Je vous donne un exemple, les enveloppes ciblées. Il y a quelques années, on faisait des enveloppes ciblées. Le gouvernement a décidé, on va vous donner de l'argent pour engager des professeurs en administration ou des professeurs en sciences et génie. Mais juste pour ça. Vous n'avez pas le droit d'engager ailleurs. Ça crée des disparités incroyables. Et ça crée du cloisonnement, parce que l'argent, il est juste pour une chose, donc on ne peut pas décloisonner. L'ingérence des ordres professionnels, là, je touche des choses un peu touchées, mais c'est mon habitude de toute façon, dans les comités de programme. L'ingérence des ordres professionnels qui vont imposer des façons de faire, imposer des orientations académiques, des orientations pédagogiques, de stages, etc., qui sont beaucoup plus des orientations en fonction de besoins corporatifs qu'en fonction du besoin de formation que les universités ont, qui ont non seulement formé les gens pour leur savoir-faire, mais aussi pour leur savoir-être. Je pourrais continuer comme ça, mais j'ai juste 20 minutes, ça fait que je vais plutôt y aller. Maintenant que j'ai mis la table sur un certain nombre de problèmes, comment on peut, à partir de ça, dire où on s'en va? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les outils qu'on a pour être capable de faire vivre la transdisciplinarité? J'entendais ce matin pourquoi la collaboration ne marche pas, parce que les gens ne sont pas capables de savoir qu'est-ce que ça me donne. Qu'est-ce que ça me donne de collaborer? Quels sont les avantages? Le « what's in for me » en latin peut se faire dans la transdisciplinarité par des projets mobilisateurs. Un projet mobilisateur, c'est un projet où les gens ont envie de s'engager là-dedans. Et la plupart du temps, les projets mobilisateurs ne fonctionnent pas beaucoup par discipline. Généralement, ils vont beaucoup plus fonctionner par thème. Un thème où les gens vont avoir le goût de sortir de leur champ disciplinaire pour aller contribuer à un thème qui les fait vibrer à quelque part. Je vous donne 2 exemples ici. L'Alliance Santé Durable. Le thème, c'est la santé durable des populations. Et d'amener toutes les ressources pour adresser ce genre de questions-là. Là, présentement, on a 16 facultés, 85 groupes, chaires, organismes. Il y a 3500 chercheurs et professionnels impliqués là-dedans qui ont décidé, on va essayer ensemble d'aborder ce thème-là. C'est pas des disciplines. Là-dedans, il y a des gens en administration, il y a des gens en psycho, il y a des médecins. C'est très, très, très diversifié. C'est un petit peu la même approche que certains instituts qu'on va retrouver. Par exemple, il y a un institut en Allemagne qui est l'Institut sur le mal de tête. On se dit, on va arrêter de faire des instituts
en neurobiologie, un institut en orthopédie, etc. Parce que quand le patient il arrive à l'hôpital, il ne nous présente pas la cause de sa maladie. Il nous dit où il a mal. Il a mal à la tête. On crée un institut, la thématique, c'est le mal de tête, puis on met autour de ce mal de tête-là des psychologues, des nutritionnistes, etc. Il me reste 5 minutes. Parfait. Des nutritionnistes, etc., pour être capable d'adresser la question. C'est un petit peu la même chose que rentrer dans le monde de la transdisciplinarité. Je vais accélérer un petit peu. Favoriser la transdisciplinarité, ça prend de l'argent. Essentiellement, on peut jaser, puis on peut passer toute la semaine à jaser. S'il n'y a pas d'argent, on va avoir toutes nos idées, elles vont être très bonnes pour être mises sur des tablettes, puis ça ne donne rien. Ça prend de l'argent. Regardez au Canada, 1,61 % de PIB investi en recherche par rapport à d'autres pays. On a du chemin à faire. Ça prend une culture de rigueur intellectuelle et de développement durable à tous les niveaux de gouvernance, autant au niveau de l'État qu'au niveau des institutions. Il faut qu'on se pose des questions sur le pourquoi. On se pose beaucoup de questions sur le comment, mais à l'université, on doit répondre au pourquoi avant d'aller dans le comment. L'équilibre entre le fondamental, l'appliqué et le transfert. Si on met tout l'argent dans l'appliqué et dans le transfert, bien, un jour, on n'aura plus rien à appliquer. Et ça, c'est dangereux. L'équilibre de base du financement. Si on veut mettre des joueurs ensemble, il faut que les joueurs soient en santé. Il faut que les joueurs aient le potentiel de pouvoir aller ensemble. Vous voyez, au milieu, ici, il y a une petite étoile. C'est là où se passe la transdisciplinarité, avec des joueurs qui ont un financement assez équilibré. À droite, je ne ferai pas une devinette sur le petit rond, là. Ça, c'est les sciences humaines et les sciences sociales. Le petit rond qui a de la misère à embarquer dans le jeu. Ils ne sont pas capables de rentrer dans la transdisciplinarité parce qu'ils n'ont pas les ressources de base pour pouvoir entrer là-dedans. Bon, ce n'est pas toujours le cas. Dans certains cas, c'est ça, mais c'est un exemple. Favoriser la transdisciplinarité, je vais passer rapidement. Formule de financement, je pense qu'on devrait arrêter de financer par étudiant, par discipline, puis qu'on devrait financer plutôt par impact, par exemple, pourcentage du PIB. Les propositions qui ont été faites par les associations étudiantes sur le fonds santé et enseignement postsecondaire, qui est basé sur la masse salariale. C'est sûr que si les universités ont un impact dans la société, ça devrait se traduire sur le PIB. Donc, si le PIB finance les universités, il devrait retourner ses mises, retrouver ses billes à la fin. Ça m'apparaît très, très logique. Mobilité des ressources, notamment des professeurs, entre les départements. Qu'un prof puisse aller donner un cours dans un autre département sans que son directeur de département, non. Moi, tu es ici là, parce que mes ETP, ils sont dans ce département-là. Ils ne sont pas dans le département à côté. On a un petit job à faire dans la structure de ce côté-là. Simplification des processus. Et là, je vais terminer parce que je pense que je n'ai plus de temps, puis j'aimerais vous laisser sur une conception de l'université. Qu'est-ce que l'université, et ça c'est très personnel, à ne pas être obligé d'être partagé, là, mais qu'est-ce que devrait, à mon avis, être l'université quand on revient à la base de ce qu'est une université? Une université inspire la société en offrant des espaces de liberté disciplinaire, des espaces de liberté transdisciplinaire, des ressources pour exprimer la créativité et un cadre de collégialité où la transparence, les valeurs humaines façonnent les interactions entre les individus, leur savoir-faire, leur savoir-être et les courants de pensée qui les animent. Je pense qu'on retrouve à l'intérieur tous les ingrédients d'un plat fort intéressant à déguster collectivement. Merci de votre attention.